plusieurs choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai lues, et que je trouve qui vont étayer la paracha de cette semaine absolument d'une très jolie manière. Alors, d'abord, simplement pour connecter comme d'habitude la paracha avec l'actualité. Voyons rapidement les thèmes de la paracha de cette semaine, Chai et Sarah, et tout de suite vous expliquer dans quelle mesure est-ce que la paracha représente la période dans laquelle nous vivons actuellement. La paracha de Chai et Sarah s'introduit avec Abraham Avinu qui a malheureusement entendu le décès de sa femme et qui va l'enterrer. Il va l'enterrer à la Maarat HaMarpela. Et mes amis, c'est la toute première fois dans la Torah qu'on entend parler d'une ville qui s'appelle Hebron, qui est près de Kiryat Arba, et qui va être acquise pour une fortune par Abraham Avinu pour pouvoir enterrer Sarah Imeinu. Donc, si quelque part dans l'histoire il y a une mention de Maarat HaMarpela, c'est dans la paracha de cette semaine. Et si la paracha de cette semaine nous mentionne, en même temps nous disons qu'Abraham Avinu a acquis d'une manière absolument indiscutable ce terrain qu'on voulait soi-disant lui donner en cadeau, et qu'Abraham Avinu a insisté de payer pour pouvoir l'acquérir, donc il n'y a absolument aucune discussion sur le droit de propriété de la Maarat HaMarpela. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de discussion à ce sujet-là que l'UNESCO, il y a 3 semaines, a voté à l'unanimité que la Maarat HaMarpela est un site musulman. Et quand je me suis fait cette observation, je me dis, mais c'est incroyable, parce qu'à deux reprises, il y a dans la Torah la mention d'une acquisition qui a été faite moyennant finance. La première fois, c'est dans la paracha de cette semaine, où on nous raconte justement qu'Abraham Avinu va enterrer Sarah, et on parle de Maarat HaMarpela. Et la deuxième fois, mes amis, on le retrouvera ensemble bien aidé, c'est dans la paracha de Vayishlach. Là où Yaakov Avinu va s'installer en face de Naplouse, Shrem, et va acquérir un terrain énorme pour pouvoir y caser sa famille et son bétail, qui est énorme. Et là, la Torah nous raconte clairement que ce terrain a été acquis par Yaakov Avinu. Dans cette même paracha, mes amis, vous avez un autre épisode, et c'est pour ça que je vous le mentionne maintenant, dans lequel Yaakov Avinu va à son tour, malheureusement aussi, expérimenter le décès de sa femme Rachel. Et il va l'enterrer à Beth Lechem, dans lequel vous avez Kever Rachel, qui est encore à aujourd'hui. Et si vous avez bien fait attention à l'actualité, ce sont les deux sites, Beth Lechem, Kever Rachel et Hebron, Maarat HaMarpela, que justement l'UNESCO a décidé à l'unanimité de voter sites musulmans. Et c'est les deux seuls sites dont la Torah mentionne clairement que ça appartient à Israël et que ça a été acheté pièce sonnante et trébuchante par Abraham Avinu et par Yaakov Avinu. Donc c'est incroyable comment est-ce que le déni de l'histoire est si flagrant et ça ne dérange personne. Alors que ça ne dérange pas les musulmans, mais que ça ne dérange pas les Européens qui, soi-disant, sont une civilisation évoluée, culturelle, instruite. Je peux pas comprendre. Et pour moi, il y a des mystères dans l'histoire que je n'ai pas résolus. Alors, si vous avez une solution à me faire parvenir, j'aurais été bien content de pouvoir la comprendre. Mais en tous les cas, la Torah, la paracha de cette semaine, nous raconte qu'Abraham Avinu, et je vais revenir à ce sujet-là, Abraham Avinu va faire une logie funèbre, Hesped, une oraison pour sa femme, Vayavo Abraham lishpod le Sarah velifkota. Abraham Avinu va faire une logie sur sa femme et va la pleurer, et il l'enterre. Donc, je reviens tout de suite pourquoi la paracha commence avec ça et quelle est la leçon qu'on a faite.
la deuxième partie de la paracha, qui va prendre pratiquement les 90% de la paracha, c'est la recherche d'un chidour pour le fils d'Avraham Avinu, Yitzhak. Avraham Avinu va déléguer son serviteur fidèle, Eliezer, pour aller chercher à Haran, sa ville natale, aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. La Torah va nous mentionner 3 épisodes. Épisode numéro 1, le dialogue entre Avraham Avinu et son serviteur Eliezer, ce qu'il demande de lui. Épisode numéro 2, l'histoire qui évolue avec le départ d'Eliezer du campement de son maître jusqu'à ce qu'il arrive au nord, en Syrie, à Haran. Épisode numéro 3, Eliezer qui a rencontré celle qui va devenir Rivka, la femme de Yitzhak, et Eliezer va raconter toute l'histoire de nouveau à sa future belle famille, la belle famille de son maître, de son fils de son maître, et il va le raconter. Donc, nous allons développer une lignée ensemble, la raison pour laquelle la Torah se donne la peine de répéter l'histoire, et surtout, si nous sommes des fins analystes, de voir est-ce que la répétition de l'histoire est-elle conforme avec le récit que la Torah nous en fait au moment donné où l'événement a eu lieu. Est-ce que Eliezer, quelque part, n'a pas altéré quelques épisodes? Et si oui, quelle est la raison de cette altération? Pourquoi devait-il le faire? Dernier épisode que vous avez de la paracha à ce sujet-là, c'est le retour d'Eliezer vers Canaan avec Rivka et la rencontre qu'il fait avec Yitzhak pour lui présenter sa future femme. La Torah par la suite nous raconte un épisode extrêmement bizarre. On va voir si on aura le temps de le voir ensemble. Extrêmement bizarre qui représente les noces de Avraham Avinu avec une certaine femme qui s'appelle Ketura. Ketura que les sages veulent assimiler à Hagar. On verra tout de suite pourquoi est-ce que Hagar fait sa réapparition et la naissance de 6 garçons qui vont sortir de cette union entre Avraham Avinu et Ketura. Je vais revenir sur ce sujet, pourquoi la Torah nous le mentionne. Et en fin de compte, mes amis, et c'est par là que je veux commencer, qui est la fin de la paracha, la Torah nous raconte le décès d'Avraham Avinu, qui n'est pas décédé. Il n'est pas décédé là où la Torah nous le raconte. La Torah nous le raconte, et je vais tout de suite vous dire pourquoi est-ce que la Torah le raconte ici. C'est simplement que Avraham Avinu, en tant que patriarche, sa mission se termine dans la paracha de cette semaine. Et c'est pour ça que la Torah nous mentionne qu'il est mort, même si en réalité on sait qu'il va mourir lorsque ses petits-enfants auront atteint, donc Yaakov et Esav, auront atteint l'âge de 13 ans. Mais jusqu'alors, il n'y avait aucune raison pour laquelle la Torah doit mentionner qu'Avraham Avinu est niftar. Si la Torah le mentionne, c'est simplement pour nous dire que la mission d'Avraham Avinu en tant qu'Av Hamon Goïm, s'est terminée dans la paracha de cette semaine, et je vais revenir Blineder avec vous à ce sujet-là. Ce que je veux mentionner, mes amis, et je voudrais que vous écoutiez correctement ce que je vous dis, parce que c'est très important, et c'est notre actualité. C'est notre actualité. La Torah va conclure la paracha de cette semaine en nous décrivant l'évolution de la généalogie de Yishmaël. Et la Torah va nous raconter et les Toldot Yishmaël ben Avraham. Et voilà quels sont les enfants de Yishmaël, fils d'Abraham. Et voilà que la Torah va détailler les 12 princes qui sont sortis de Yishmaël et qui vont donc forger toute la nation arabe, qu'on peut dire comme ça, toute la nation arabe que vous avez à ce moment-là. Et voilà que la Torah nous raconte, écoutez-moi, mes amis, vous écoutez, je voudrais que vous vous concentriez. Elehem bnei Ishmaël. Voilà ce que je t'avais promis, le nom de la descendance d'Ishmaël, ve'ele shemotam. Et regarde
le nom, donc, comment est-ce qu'ils ont été nommés. Mais sache que tous ces enfants que je viens de te nommer, dit la Torah, bechatzrehem uvetirotam, ils se sont considérés comme des réfugiés, nomades, ne vivant que dans des tentes d'une manière provisoire. Bechatzrehem uvetirotam. Shneim asar nislim luma. En d'autres termes, Yishmaël n'a jamais oublié la terre d'Israël. Depuis la paracha de cette semaine, mes amis, Ishmaël a toujours rêvé de récupérer la terre d'Israël. Il a estimé qu'en tant que fils d'Abraham, ce que Sarah Imenu a imposé à son mari de chasser de la maison la servante Hagar, l'Égyptienne, avec son fils Ishmaël, était un abus de l'histoire. Et pour lui, son droit de propriété en Israël est quelque chose d'indéniable. Et si, malgré tout, sous l'influence du père Abraham, il a dû quitter le giron familial, il a estimé qu'il était un réfugié. C'est-à-dire qu'il avait un droit de retour pour revenir sur la terre. Et ça, vous l'avez déjà depuis la page de cette semaine. Regardez comment l'actualité n'a pas changé. Ce que je veux simplement faire comme rapprochement avec vous, c'est comme je vous ai raconté avec Arata Marpella dans la page de cette semaine et Kever Rachel dans la page de Vaïshlach. Dans la page de Vaïshlach, il y a également une conclusion là-bas qui va représenter la séparation, non pas de Ishmaël et de Yitzhak, paracha de cette semaine, mais de Yaakov et de Esav, dans la paracha de Vaïshlach. Et là-bas, la Torah nous raconte que Esav va quitter son frère et va s'installer dans les pays limitrophes autour d'Israël. Et là-bas, la Torah nous dit Be'eretz achuzatam. Be'atam be'eretz achuzatam. Esav a renié, il a rejeté son droit à la terre d'Israël et il a dit à son frère Yaakov, moi je vais m'installer à l'étranger et c'est là que je gîte. Donc la Torah, vous avez regardé cette opposition entre l'expression que nous avons la page de cette semaine, Bechatzrehem uvetirotam, réfugiés qui vivent dans des tentes, et vous avez à la fin de la paracha de Vaïshlach, je vous lis simplement le passouk parce que c'est important, comment est-ce que la Torah se termine ici, qui était qui sont partis là-bas tous s'installer, le Moshvotam be'eretz achuzatam hu Esav avi Edom. Esav va s'installer dans le territoire de Edom, Moshvotam, qui devient son territoire, Eretz Achuzatam, terre d'héritage à transmettre de génération en génération. Donc, nous disait Manitou, Am Israël se retrouve confronté au travers de son histoire à deux oppositions. Une opposition qui est la scission qu'il y a eu entre Yitzhak et Ishmaël, et qui va représenter un danger pour Israël, ce danger se concrétisant sous la forme de Ishmaël qui brigue la terre d'Israël. Deuxième danger, qui est la scission qui se fait entre Yaakov et Esav, et qui va dégénérer dans une guerre de religion, non pas dans une guerre de territoire, mais dans une guerre de religion entre le monde occidental chrétien qui est représenté par Esav et Am Israël. Et là, vous avez l'usurpation, non pas de la terre d'Israël par Ishmaël, mais une usurpation de l'identité d'Israël par la chrétienté qui représente Esav. Manitou explique très joliment que ces deux-là représentent en permanence un challenge pour Am Israël, qui représente un challenge sur la terre et sur l'identité de Am Israël. Et que ce conflit de Esav et de Ishmaël ne peut se terminer qu'avec la fameuse guerre de Gog et Magog et l'établissement éternel de Am Israël sur sa terre. Mais jusqu'alors, vous vous retrouvez en permanence. Est-ce que je suis en ligne, hein?
Allô, est-ce que quelqu'un peut réagir? Oui, absolument. Non, parce que tout a disparu sur mon écran, j'ai plus d'images, j'ai plus de trucs, j'ai plus rien. Alors je me demandais si je me parlais pas tout seul. Bon, ok, alors je suis content moi que vous avez entendu. En tout cas, Manitou nous avait fait un superbe chiour à ce sujet-là, et je pense que nous tous qui vivons dans ce 21e siècle, nous pouvons confirmer qu'effectivement, Israël se retrouve face à ces deux oppositions, usurpation de la terre d'Israël, avec soi-disant le droit des réfugiés à revenir sur cette terre, et une usurpation de l'identité d'Israël qui représente un abus, soi-disant de l'ère messianique qui aurait déjà commencé avec la venue de Otto Ish, de Jésus, et qui, soi-disant, serait le fameux Mashiach que Yaakov Avinu annonce à Yehuda dans la paracha de Vaïchi. Alors, c'est pour ça que je vous dis que les parachettes, elles sont d'une actualité absolument brûlante, parce que vous voyez que Mashehaya Hu Sheyeh. Ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura, et que la Torah nous a mentionné une fois de plus, Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est pour ça que la Torah nous le mentionne. Ce qui s'est passé à nos patriarches est simplement une symbolique de ce qui se passera chez nous. À nous de voir comment est-ce que la situation a été gérée à ce moment-là, pour savoir comment est-ce que nous sommes capables de la gérer aujourd'hui. Alors, je vais revenir, Beli Neder, sur tous ces points. Introduction, bon, ça ce sont les thèmes de la paracha. Maintenant, revenons. Revenons et commençons à introduire la paracha décès de Sarah. Qu'est-ce que Sarah Imenu a décédé? Est décédée, pourquoi est-elle décédée? Et comment est-ce qu'Avraham Avinu a-t-il fait face à cette situation? Alors, j'ai vu, je vous dis tout de suite où je l'ai trouvé, chaque semaine il y a le grand rabbin d'Angleterre, qui s'appelle Rabbi Sachs, qui sort un article sur la parashat de Shavua. Et la semaine dernière, il a sorti un article absolument sublime, que je vous résume maintenant, et qui va nous faire comprendre le début de la parashat cette semaine. Écoutez-moi bien. Le chief Rabbi part du principe qu'Akadosh Baruch Hu a béni Avraham Avinu. Il l'a béni Avraham Avinu, c'est marqué clair, c'est la fin de la parasha de la semaine dernière. Varech avarechecha, je te bénis toi-même. Harba arbe et zaracha, je multiplierai tes enfants. Yirash zarech et shar oivav, tes enfants seront conduits par un leader qui réussira à dominer les ennemis, à les éliminer de manière à se garantir l'établissement en Israël sans avoir de discussion à ce sujet-là. Et ainsi, toutes les nations de la terre qui prêteront, qui donneront la main à Israël, seront bénies par la nation d'Israël, au travers d'Akadosh Baruch Hu, et ainsi la paracha se termine. Donc la Torah ici nous donne ici une échelle très particulière de la grandeur d'Avraham Avinu. Avraham Avinu n'est pas seulement un patriarche dans le sens de Av pour la nation d'Israël. Avraham Avinu est le père des nations. C'est le père de toutes les nations. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Avram, un père grand, c'est-à-dire un géant, et en plus de ça, on lui a rajouté un Hey, Avraham, c'est-à-dire Avhamon Goïm, le père de toutes les nations du monde. Donc, avec Avraham, on découvre une nouvelle notion qui s'appelle la notion de paternité. Vous allez voir pourquoi est-ce que c'est important. La notion de maternité, c'est-à-dire la notion maternelle, la Torah nous l'a déjà révélée au moment donné où Adam Adam, va nommer sa nouvelle femme qu'il vient d'acquérir, Chava, et la Torah nous dit qu'il l'appelle Chava, qui a été Em Kol Chai, la mère de toutes les créatures. Donc la notion de mère est révélée avec Chava dès la création du monde. La notion de père est révélée avec Avraham Avinu 20 générations, 20 siècles après la création du monde. Il faut donc attendre 20 siècles pour que l'intellect puisse comprendre qu'il y a une notion qui s'appelle une notion de père. La notion de mère est une notion qui est parfaitement naturelle.
c'est biologique. Un enfant est issu de la mère, aime sa mère, est attaché à sa mère. Mais l'enfant n'a pas de relation avec le père particulier, si ce n'est que c'est une relation qui est une relation intellectuelle, réfléchie, rationnelle, expliquée, qui est un peu un mode de civilisation. Le père doit expliquer à son fils pourquoi est-ce qu'il est le père et dans quelle mesure est-ce qu'il peut l'influencer dans son éducation. Et le fils doit accepter que le père représente un élément, quelque chose pour lui. Donc la notion de couple, de père et de mère, sont deux notions qui sont tout à fait distinctes dans l'esprit de l'enfant. L'enfant comprend sans que sa mère, c'est sa mère, mais l'enfant comprend que son père, c'est son père. Dans cette mesure-là, mes amis, la Torah insiste sur un point extrêmement important. Quel est le droit, je ne vais pas développer ça avec vous maintenant parce que ça c'est trop longtemps, mais ça c'est un sujet extrêmement intéressant. Quel est, si je pouvais l'exprimer de cette manière, quel est le droit de propriété qu'ont les parents sur les enfants? Est-ce que le fait que les parents ont donné naissance à cet enfant, est-ce que ça leur donne un droit sur cet enfant en disant il est à moi, je l'ai créé, il est mien? Absolument pas. Philippe a tout à fait raison de le mentionner, mais c'est intéressant, parce que finalement, c'est une créature qui est issue du père et de la mère, et malgré tout, la Torah va sortir une mitzvah extrêmement intéressante, qui, si elle est tenue correctement par tous les couples du monde entier, aurait évité ce conflit de génération et cette opposition que les enfants ont vis-à-vis des parents. Pourquoi? Parce que c'est marqué clairement, mes amis, lorsqu'Hachem a créé l'humanité et qu'il a demandé à Adam de pouvoir s'unir avec sa femme pour pouvoir fonder un foyer, c'est marqué, si vous vous rappelez le passouk, Al-Kain. Et c'est pourquoi Yazov, l'homme abandonnera Aviv ve'imo, son père et sa mère, ve'yitbag be'ishto, il s'unira à sa femme, ve'hayu le basar echad, et ainsi ils pourront forger une nouvelle naissance, une nouvelle créature, ex les deux présents ici. La Torah ne dit pas qu'un homme doit s'unir à sa femme pour pouvoir fonder un foyer. La Torah dit qu'il faut quelque part que le fils puisse couper le cordon ombilical avec son père et sa mère pour, à ce moment-là seulement, pouvoir fonder un foyer. La Torah insiste sur ce principe-là. C'est-à-dire, comme Rabbi Sack l'explique très joliment en anglais, il dit créer un espace de respiration, un espace de vitalité qui permet à chacun de pouvoir évoluer dans cet espace libre sans devoir tout le temps être lié, connecté, accrochés les uns vis-à-vis des autres. Abraham Avinu lui-même, et je vais un petit peu le résumer plus rapidement, Abraham Avinu lui-même a expérimenté ça dans les deux niveaux. Abraham Avinu, en tant que fils vis-à-vis de son père, la Torah nous dit, si vous vous rappelez au début de la page de Lech Lecha me'artzecha, quitte ta terre, ou mimola de ta ville natale, ou mi bet avicha, quitte la maison de ton père. Donc, pour qu'Abraham Avinu puisse devenir Abraham Avinu, il est important qu'il quitte son père. La Torah est claire à ce sujet-là. Donc, le fils doit se séparer de ses parents pour pouvoir évoluer de ses propres ailes et fonder son propre foyer. Maintenant, Pierre Rabbi Sack, il explique très joliment que dans la page de cette semaine, et la fin de la page de la semaine dernière qui va introduire la page de cette semaine, vous avez l'autre versant. C'est-à-dire, Abraham Avinu non pas que fils vis-à-vis du père Terach, mais en tant que père vis-à-vis de son fils Yitzhak. Et jusqu'à l'épisode du sacrifice, si je peux l'appeler comme ça, parce que c'est l'Akedah, c'est comme ça qu'on le traduit, alors que c'est une erreur de traduction. Akedah de Yitzhak, c'est simplement l'offrande qu'Abraham Avinu a fait de Yitzhak à Dieu. Et maintenant, de la manière dont Rabbi Sack l'explique, c'est sublime. Il dit simplement qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entendu parler de Yitzhak. Yitzhak a grandi, il a déjà 37 ans à ce moment-là. Yitzhak a grandi dans l'ombre de son père. Yitzhak n'est pas autre chose. Ils ont marché tous les deux en symbiose. Yitzhak s'est fondu dans la personnalité de son père. Et Hachem dit, si tu veux que ton fils puisse devenir un géniteur
de la nation d'Israël et reprendre le relais de chez toi, il est important que tu te sépares de lui. Et d'après Rabbi Sachs, je ne sais pas sa source, c'est dommage, mais il explique que tout le principe de la Hakeda n'était pas uniquement une épreuve pour tester Avraham Avinu s'il est capable d'écouter Dieu quand on le lui demande, mais c'était aussi pour apprendre à Avraham Avinu de savoir se séparer de son fils, de se détacher de son fils, afin que son fils puisse devenir indépendant et autonome. D'ailleurs, si vous vous rappelez le dialogue qu'il y a dans la marche, dans la démarche du père et du fils quand ils vont au Har HaMoriah, Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv, Vayomer Avi. Yitzhak s'adresse à son père Abraham, dont on sait que c'était son père, et lui dit papa. Donc, vraiment, vous voyez déjà dans ce dialogue, ici, le fils qui est tout à fait fondu dans le père, il n'est pas autre chose que le fils à papa. C'est le fils à son père. Il n'est pas encore lui-même. Et Akadosh Baruch Hu a simplement demandé à Avraham Avinu de se séparer de lui de manière à pouvoir le forger. Et ce qui confirme cette analyse, mes amis, c'est deux observations que vous faites dans la parasha de la semaine dernière. L'évidence numéro 1 qui est claire, les deux vont ensemble au Har HaMoriah. La Torah insiste à deux fois, Vayelchu Shneim Yardav, les deux marchent ensemble, mais mes amis, je ne sais pas si quelqu'un de vous a pris le texte, mais regardez qu'est-ce qui se passe après la Hakeda. Après cette offrande, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous dit un passage qui est extrêmement curieux. Vayashav Avraham el Ne'arav. Et Avraham Avinu retourne seul chez ses serviteurs qui l'attendaient gentiment en bas de la montagne de Moria pour retourner à Be'er Sheva, de là où ils sont venus. Avraham Avinu retourne seul. Les Meforshim sont tous perplexes. Et où il est Yitzhak? S'ils sont montés tous les deux ensemble à la montagne, pourquoi est-ce que Yitzhak ne redescend pas? Maintenant, nous avons une confirmation. Yitzhak, adulte, quitte son père et va voler de ses propres ailes dans une yeshiva qui est située à Ber de la Charaïroï. On va tout de suite revenir sur ce thème-là parce que c'est très important pour la suite de la compréhension de la parasha de cette semaine. Preuve numéro 2, à l'instant même. Et ça, mes amis, je vous le raconte simplement, maintenant vous allez comprendre un petit peu ce que ça veut dire, parce que c'est une forme extrêmement kabbalistique et imagée que le Midrash nous décrit, Yitzhak, avant la Hakeda et Yitzhak après la Hakeda. Le Midrash nous dit que Yitzhak avant la Hakeda était féminin. Nukvata. Et on nous dit qu'après la Hakeda, il est devenu masculin, Durrata. Alors, vous savez que dans le langage kabbalistique et dans le langage talmudique, quand on parle de féminin et de masculin, on veut dire principalement mashpia ou mekabel. Celui qui est un émetteur s'exprime sous la forme masculine. Celui qui est un récepteur s'exprime sous la forme féminine. Chacun de nous dans notre vie, nous sommes à la fois émetteurs lorsque nous avons des idées à propager, des conseils à donner et une influence autour de nous, mais nous sommes à la fois des récepteurs lorsque nous-mêmes sommes des bénéficiaires d'une information, d'une attention, de quoi que ce soit. Et c'est en permanence, vous êtes émetteur, récepteur, émetteur, récepteur. C'est bien pour ça qu'Adam Arishon a été créé Zachar ou Nekeva, c'est-à-dire masculin et féminin. Et le Midrash dit simplement qu'avant la Hakeda, Yitzhak était purement féminin, c'est-à-dire purement dans l'ombre de la personnalité de son père, et qu'après la Hakeda, il est devenu masculin. Et quel est le premier événement qu'il y a après la Hakeda de Yitzhak? La Torah nous dit, Vayugad le Avraham, et voilà qu'Avraham Avinu vient d'apprendre qu'un shidur vient d'être proposé pour son fils Yitzhak. En d'autres termes, à la seconde même où Yitzhak devient dans sa tête et dans son personnage quelqu'un d'indépendant, tout de suite, une fiancée potentielle se présente pour que Yitzhak puisse forger à son tour une nouvelle union, un nouveau foyer et transmettre le relais de ses parents. Donc, nous avons ici vraiment la preuve que la Hakeda finalement a permis à Avraham et Yitzhak de se détacher l'un de l'autre pour se forger l'un de l'autre. C'est dans ce contexte-là, mes amis, qu'on peut comprendre le début de la paracha de cette semaine. Pourquoi? Parce que le début de la paracha de cette semaine nous raconte qu'Avraham Avinu, qui a pris par
par malheur le décès de sa femme, alors que lui était à Beersheba et sa femme était à Hebron. Il va quitter donc Beersheba pour se rejoindre vers Hebron où sa femme était là-bas et elle est décédée là-bas, pour découvrir finalement que sa femme est décédée, que toute la population, tous les talmidim, tous les élèves, tous les disciples, toutes les femmes qui ont été forgées et formées par Sarah et Minou sont déjà là-bas. Et voilà qu'Abraham Avinu vient et va faire un hesped, va faire une immense horizon funèbre, une logis sur sa femme, va y avoir Abraham l'ispod les Sarah. Quand tout le monde partira et qu'Abraham Avinu va rester seul avec Aaron de sa femme pour le mettre dans la mer à Tamarpela, à ce moment-là, la Torah nous rajoute un nouveau mot, de l'Ivkota, c'est à ce moment-là qu'il pleure. Donc il y a d'abord la partie intellectuelle d'Abraham Avinu qui va comprendre que le décès de sa femme représente une perte au niveau national. Par la suite, il va pleurer sa femme parce que c'est une perte simplement au niveau conjugal, au niveau du couple. Le problème, c'est que la Torah ne nous donne pas directement qu'est-ce qu'Abraham a dit à sa femme. Donc, tu nous dis qu'il a fait un hesped. Mais si tu nous le dis, alors dis-nous quel était le hesped. Qu'est-ce qu'il a parlé? La Torah apparemment ne le raconte pas. Alors pourquoi tu nous racontes quelque chose dont tu ne dis pas quel est le contenu? Quel est l'intérêt? Alors vient Rav Soloveitchik qui nous dit, mais c'est marqué clairement, il suffit simplement de le lire. Alors, je n'ai pas trop le temps de développer ça avec vous, je voudrais simplement le résumer, parce que je voudrais passer à d'autres thèmes sur la paracha de cette semaine. La paracha, le premier passouk de la paracha de cette semaine, c'est Vayu Chaïsa. Voilà quelle est la vie de Sarah, qui a vécu Mea Shana, 100 ans, Esrim Shana, 20 ans, Sheva Shanim, 7 ans. 100 ans, 20 ans, 7 ans. Rashi, tous les commentateurs sont tous unanimes pour se poser la question, pourquoi la Torah a-t-elle dû mentionner le mot « en » à chaque fois? 100 ans, 20 ans, 7 ans. Est-ce qu'il n'était pas plus facile de dire que Sarah Imenu a vécu 127 ans et c'est fini? Pas besoin de dire qu'elle a vécu 100 ans, 20 ans, 7 ans. Alors, Rav Soloveitchik fait un énorme développement, que je vous résume ça maintenant en 4 mots. Il dit simplement qu'un être humain dans ce monde passe au travers de 3 étapes. La première étape, ça s'appelle l'enfance. La deuxième étape, ça s'appelle l'adolescence. La troisième étape, ça s'appelle la maturité de l'adulte. Quel est l'avantage et les désavantages de chacune de ces étapes? L'étape de l'enfance, c'est l'étape de la naïveté. C'est-à-dire l'enfant, il est droit, il est spontané, il est direct, et il dit ce qu'il pense, et il est ouvert avec tout le monde. La deuxième étape, c'est l'étape de l'adolescence, où l'enfant commence à comprendre, commence à critiquer, commence à se gérer, commence à s'opposer, commence à se rebeller, mais il existe quand même à l'intérieur de cette adolescence un enthousiasme, une ambition, quelque chose qui brûle dans ses veines pour que, à cet âge-là, on ait envie d'accaparer le monde entier. Et puis vous avez la troisième étape qui est l'étape de l'âge adulte, la maturité, la réflexion, l'introspection et en fin de compte la sagesse, la sérénité. Le Rav Soloveitchik se pose la question, est-ce qu'une personne qui évolue dans sa vie, est-ce que ça veut dire qu'elle passe au travers de chaque étape et qu'elle rejette l'étape en arrière pour pouvoir aborder la nouvelle étape ou bien non? Est-ce que chacun doit garder les apparats, les qualités de l'étape qu'il vient de quitter et l'emporter avec lui? Je m'explique, quelqu'un qui est un enfant, qui est naïf, au moment donné, il devient adolescent. Est-ce que ça serait bien encore de garder encore un petit peu une touche de naïveté? C'est-à-dire d'être encore un petit peu original, d'être droit, d'être direct, d'être sincère, d'être ouvert, tout en étant enthousiaste. Donc je peux avoir de l'enthousiasme, mais je peux encore garder un certain côté naïf. Et peut-être que c'est une notion extrêmement intéressante. Maintenant, par la suite, quand je suis un adulte et que je deviens mûr, est-ce que ça serait intéressant pour moi, malgré ma maturité, d'avoir quand même encore un petit peu de naïveté dans mes pensées, d'être très droit et surtout d'être spontané, d'être enthousiaste et d'être ambitieux? Alors il dit, ça c'est l'idéal. Abraham Avinu a compris que chez Sarah Imenu, il y avait 3 étapes dans sa vie. Il y avait l'étape des 100 ans, il y avait l'étape de 20 ans et il y avait l'étape de 7 ans. Dire Rav Soloveitchik, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'Abraham Avinu a dit à ses amis, les amis, si vous regardez ma femme, vous voyez qu'à l'âge de 100 ans, elle était tout aussi belle qu'à l'âge de 20 ans et tout aussi naïve qu'à l'âge de 7 ans. Et alors qu'elle a 100 ans maintenant et qu'elle est tout à fait mûre.
Donc, Abraham Avinu va comprendre que Sarah Imenu a représenté un personnage exceptionnel dans l'évolution de son histoire et de la manière dont elle a géré sa vie. Pourquoi est-ce que ce point était important? Nous dira Soloveitchik. Hachem a fait, vous vous rappelez dans la paracha de Lech Lecha, une alliance. Si nous sommes ce soir en train de nous raconter un shiur sur la paracha de Chai Sarah pour un Sefer Torah qui a été écrit il y a 2000, 5000 trucs, donc 3400 ans. 3400 ans. C'est bien que la nation d'Israël, Am Israël Chai, vous êtes bien d'accord avec moi. Et si c'est Am Israël Chai, c'est uniquement parce que l'alliance qu'Hachem a fait avec Am Israël est une alliance qui est indéfectible. C'est une alliance qui est éternelle. Netzach Israël lo yeshaker, comme le prophète Samuel a dit à Shaoul, l'éternité d'Israël n'est pas négociable, n'est pas discutable. Donc, Akadosh Baruch Hu a annoncé à Avraham Avinu qu'il fera une alliance éternelle, c'est-à-dire tant que le monde vivra entre Hachem et la nation d'Israël. Pour ça, mes amis, il faut avoir des récepteurs. Il faut avoir des gens de l'autre côté qui acceptent de reprendre le flambeau d'Hachem et de dire nous sommes responsables et nous prenons sur nous d'appliquer les termes du contrat. Le contrat a été fait la toute première fois, Vakimoti et Beriti Ikrem, au moment donné où Hachem a donné à Avraham Avinu son nouveau nom Avraham et à Sarai son nouveau nom Sarah. Donc Avraham et Sarah ont forgé le premier couple qui ont été le récepteur de l'alliance qu'Hachem a fait avec Am Israël pour les générations à venir. Maintenant, avec la Akedah de Yitzhak, Avraham Avinu a compris que Yitzhak reprenait le relais de cette alliance. Mais, les amis, ce relais de cette alliance ne peut se faire que si ça passe de couple à couple. Et au moment donné où Avraham Avinu va découvrir que sa femme Sarah vient de mourir, ça, mes amis, c'est le Hesed, c'est l'horizon funèbre qu'il a fait. Avraham Avinu a expliqué à tous les gens qui étaient tout autour de lui que représentait l'alliance qu'il avait fait avec Akadosh Baruch Hu et dans quelle mesure sa femme, qui était 50% de du couple dans cette représentation du Brit, maintenant qu'elle est décédée, il y a quelque part un effondrement de la vie d'Avraham Avinu. Vayavo Avraham lispod le Sora et memele velivkota. Avraham Avinu a senti que le décès de sa femme était quelque chose d'un vide, que c'était une tragédie. C'était pas une tragédie uniquement au niveau individuel pour lui, parce qu'il a perdu sa femme en tant que couple, mais c'est une tragédie au niveau national, au niveau communautaire, parce que ce relais qu'Hachem a demandé qui passe de génération en génération est perdu. Donc Avraham Avinu a compris que maintenant il fallait impérativement que le relais passe au couple suivant. Et c'est pour ça que, mes amis, vous avez dans la page cette semaine juxtaposé ces deux épisodes. L'épisode du décès de Sarah Imenu, qui va être enterré à Merat HaMarpela, avec Adam et Chava. C'est pour ça que le Merat HaMarpela est important, parce qu'Adam et Chava représentent aussi un couple, ceux donc qui ont été les fondateurs de l'humanité. Mais Avraham Avinu va tout de suite comprendre que pour pouvoir sauver l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, il est impératif que son fils se marie. Et c'est pour ça que la deuxième partie de la paracha de cette semaine, c'est Avraham Avinu qui va faire tout son possible de manière à barricader, à gérer, à cerner Eliezer pour qu'il ne puisse y avoir aucun échappatoire et qu'Eliezer revienne à tout prix avec le shidur qui est prévu pour son fils Yitzhak, qui se retrouve qui im el ati ve el moladeti. Alors, le temps, malheureusement, il est coupé et enfin, presque évolué. Je voudrais simplement demander à Rick et aux autres, faites en sorte que le micro puisse être déjà ouvert à temps parce que c'est chaval pour les quelques minutes qu'on perd. Alors, je grappille un tout petit peu sur ces quelques minutes et vous, avec votre permission, j'en rajoute un tout petit peu simplement pour que on ne reste pas sur notre fin et bliné de la semaine prochaine, je reviendrai sur ce que je manque, sur ce qui manque. Eliezer part. Eliezer va partir en Syrie, il va partir à Haran, et Eliezer a une seule fonction. Quelle est la fonction d'Eliezer? Eliezer a la fonction de transférer le personnage d'Avraham Avinu
vers le futur de son fils. Rappelez-vous le Pirkei Avot, la Mishnah du Pirkei Avot. Al shlosha dvarim ha'olam omed. Le monde tient sur 3 piliers. À la Voda, à la Torah, sur la pratique et la connaissance de la Torah, va la Voda, sur la pratique de la religion, et sur l'acte de bienfaisance, sur le bien-être, sur les relations qui régissent l'humanité les uns vis-à-vis des autres, que le Ben Adam Lachavero doit être simplement tapissé de générosité, de gentillesse, d'ouverture, d'écoute, d'attention, de tout ce que vous voulez, qui représente simplement l'idéal de la solidarité communautaire, familiale, nationale, à tous les niveaux. Donc, Avraham Avinu est le Hamoud HaChesed. Avraham Avinu va exiger de son serviteur Eliezer de détecter une femme qui représente par excellence le principe de Chesed. Et c'est pour ça que vous allez voir tout cet épisode que la Torah nous raconte en long et en large, qui n'a qu'un seul but. Comment est-ce qu'Eliezer a-t-il pu détecter au travers de l'épreuve auquel il a soumis Rivka, quel est le Hamoud HaChesed? Eliezer part avec 10 chameaux. Les chameaux, ce sont des animaux qui consomment énormément d'eau. Pour pouvoir les abreuver, il faut remplir un abreuvoir. Je crois qu'un chameau, ça boit entre 50 et 100 litres d'eau facilement. Alors, 10 chameaux, vous avez ici 1000 litres. 1000 litres, c'est une tonne. Une tonne d'eau, vous vous rendez compte? Une tonne d'eau, c'est pas évident. Alors, quand vous avez une petite fille de 3 ans, ou de 4 ans, ou de 5 ans, qui vient avec son petit seau, et qui à chaque fois doit descendre son seau dans le puits pour pouvoir ramasser de l'eau, et venir le remplir dans l'abreuvoir, il faut plus que 1000 seaux pour que cet abreuvoir soit rempli. Et Eliezer va orienter le test qu'il va faire uniquement sur le Midat HaChesed. C'est-à-dire quoi? Il va simplement demander « donne-moi à boire parce que j'ai soif, je suis un étranger, je ne sais pas comment on se sert de ce puits », et qu'elle, spontanément voyant Eliezer et voyant toute la suite derrière lui, en lui disant, tu sais quoi, si toi tu bois, tu peux quand même pas te permettre de boire devant les autres qui eux crèvent de soif et qui te voient en train de te gorger, de désaltérer, et eux là ils sont avec la gorge sèche et la langue qui colle au fond du palais, et te voir toi boire. Donc, si je veux être sympa, je sers tout le monde. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un devant les autres sans servir les autres aussi. C'est absolument un acte d'incivilité. Et si Rivka est incapable de le faire et de se présenter de cette manière-là, elle représente la Hamoud HaChesed. Maintenant, pour conclure ce que je vous ai dit maintenant on va comprendre ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire la répétition de l'épisode. Eliezer voit qu'est-ce qui s'est passé et il a tout de suite compris que Rivka est la femme pour son fils. À tel point même qu'avant même de s'adresser à elle, avant même de demander qui elle est, avant même de confirmer qu'elle représente effectivement la famille d'Avraham Avinu, tout de suite, les bijoux qu'il avait préparés pour la Kala du fils de son maître Yitzhak, il le lui donne. Il lui donne des bracelets, il lui donne des boucles d'oreilles, et il l'accapare directement des bijoux. Une fois qu'il l'a accaparé des bijoux, pas accaparé, une fois qu'il l'a paré, excusez-moi, une fois qu'il l'a paré des bijoux, à ce moment-là, il demande, dis-moi simplement, qui es-tu? Et elle présente son nœud, elle dit, voilà, je suis la fille de Bethuel, qui lui-même est un petit-fils de Nachon qui est le frère d'Abraham, donc le frère de ton maître Abraham. Et donc, Eliezer a tout de suite compris qu'il avait tapé dans le mille. Et Eliezer va se déplacer pour aller, finalement, chez la famille de Rivka, chez son frère, chez ses parents. Et voilà que le frère va sortir, ce fameux Lavan, qu'on repère à plusieurs reprises, et Lavan va simplement, d'une manière hypocrite, s'écrier devant Eliezer en disant « Pourquoi est-ce que tu restes? Pourquoi tu restes? Viens chez moi, je t'ai préparé de la place, j'ai nettoyé toutes les idoles qu'il y a chez moi à la maison, tu peux venir et tu peux amener tous tes chameaux, j'ai tout préparé pour eux. » Bon. Donc, Eliezer s'attend à ce que l'hôte, Lavan, prenne en charge, comme vous faites. Vous avez des invités qui frappent à votre porte, ils sont là devant avec une valise. Si vous êtes poli, quand vous ouvrez la porte, c'est vous qui prenez la valise, qui la soulevez, qui l'amenez à l'intérieur, pour que l'invité vienne. Vous ne dites pas simplement, allez, prends tes paquets et puis rentre chez moi. Eliezer a compté sur Lavan de faire ça. Or, la Torah nous raconte clairement que Lavan a tout de suite tourné le dos et qu'il est parti et qu'il a laissé en plan Eliezer pour qu'il se débrouille tout seul.
tout seul avec ses chameaux, tout seul pour les nourrir, tout seul pour les abreuver, tout seul pour s'occuper de lui, de ces gens qui sont partis avec lui. Finalement, Eliezer a compris que Chesed, ce n'était pas dans cette maison. Et ce n'est pas pour rien, mes amis, que le Midrash se base sur un pasouk, sur un verset de Shir HaShirim pour décrire Rivka. Il décrit Rivka comme une rose. Pourquoi est-ce que Rivka est comme une rose? Parce qu'elle est comme Shoshana ben HaChochim. Elle est comme une rose que vous ne pouvez cueillir que si vous passez au travers des épines qui se trouvent dans la tige de la rose et qui piquent et qui sont dangereux pour pouvoir atteindre cette rose. Avraham Avinu, c'est la même chose. Avraham Avinu était une midat chesed parmi une nation qui n'était absolument pas destinée à savourer et à représenter ce que c'est que le chesed. Lot, dans la ville de Sdom, est aussi une exception. Donc, ce n'est pas par mimétisme qu'il fait du chesed, c'est parce qu'il a pris ça chez son maître Avraham Avinu. Rivka, pour qu'elle soit purement chesed, il fallait qu'Eliezer soit convaincu que finalement, c'est elle qui s'est forgée de cette manière-là et que ce n'est pas simplement une copie conforme qu'elle fait comme tous les gens de la ville, où il manque toute sincérité dans son attitude. Et c'est lorsqu'Eliezer va re-raconter l'histoire à la famille de Rivka, en omettant tout ce qui a fait avec la notion de chesed, qu'il voit que finalement, ces gens ne sont absolument pas intéressés par le chesed, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et ça, Eliezer s'est très bien développé ce thème en racontant comment Avraham Avinu est extrêmement riche et qu'il a décidé de faire un testament en faveur de son fils Yitzhak. En d'autres termes, Rivka, qui devient la belle-fille d'Avraham Avinu, sera une femme extrêmement riche. Extrêmement riche. Et ça, c'est un langage qui parle à Lavan. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, Bethuel et Lavan acceptent de laisser partir Rivka. Donc, finalement, la Torah fait une longueur sur le récit d'Eliezer, simplement pour mettre en évidence un point extrêmement important. Am Israël est décrit chez les Rachamim, Rachmanim bene Rachmanim. Mes amis, nous le voyons aujourd'hui. Je ne sais pas, vous avez suivi l'actualité, moi je n'ai pas vraiment détecté si c'est vrai ou pas, mais vous savez que malheureusement, quand il y a eu le Tzuk Etan là-bas à Gaza, ils ont kidnappé des corps de soldats israéliens qui malheureusement n'ont pas été rendus. Maintenant, il y a eu toute une diatribe, je ne sais pas si vous avez vu, avec les corps des Palestiniens qui ont ces terroristes. On rend les corps ou on ne rend pas les corps? Il y a eu toute une discussion. Finalement, on a rendu des corps. Mais est-ce qu'on a reçu de retour ceux qui ont été kidnappés à Gaza? On les a reçus ou on ne les a pas reçus? Je ne pense pas. Mais en tous les cas, on les a déjà rendus. Pourquoi? Rachmanim ben Rachmanim. Et les musulmans le savent. Les musulmans savent très bien qu'Israël fera tout pour sauver un soldat, fera tout pour essayer de sacrifier tout ce qu'il faut, parce que la vie de quelqu'un, et même le corps de quelqu'un, vaut une fortune. Je me rappelle dans le temps qu'il y avait des swaps de prisonniers, simplement pour récupérer des corps qui étaient en Syrie, qui ont été pris par les Arabes, et qui n'avaient jamais été rendus. Ça, mes amis, ça c'est chesed. Ça, c'est ce qui a été imprégné par Avraham Avinu et Sarah dans le gène, dans l'ADN de Am Israël. Et il était fondamental pour Avraham Avinu que Yitzhak et Rivka aient le même gène, le même ADN, pour pouvoir aussi l'injecter dans le caractère génétique de Am Israël. Et toute la paracha de cette semaine, mes amis, vous l'avez, elle ne tourne qu'autour d'un seul thème. Est-ce que Rivka représente la prolongation, le prolongement de la prolongation, le prolongement du Sarah Imenu de la notion de Chesed. Ça, c'était tout le test d'Eliezer et toute cette répétition de la paracha uniquement pour voir est-ce que Rivka est Chesed. Et effectivement, mes amis, et j'ai terminé la phrase avec ça parce qu'il est déjà très tard, lorsqu'Eliezer rentre à la maison et qu'il va rencontrer, et je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, bon, on n'a pas le temps, bliné de la semaine prochaine, je le ferai. Je vous avais dit au début qu'après la yeshiva, après la Akeda, Yitzhak est allé apprendre à la yeshiva à Be'er Lacharoï. Qui a-t-il trouvé là-bas à Be'er Lacharoï? Il a trouvé l'ancienne femme de son maître qui s'appelait Hagar, qu'il va prendre et qu'il va ramener. Je voudrais la semaine prochaine revenir sur ce thème parce que c'est très important sur la suite de notre histoire. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que Yitzhak, qui revient de la yeshiva et qui va à la rencontre de Eliezer pour savoir qui est la femme qui l'a ramenée, Eliezer raconte en détail tout ce qui s'est passé et tous les miracles. Et vraiment,
tout ce qui a été incroyable. Mes amis, prenez le passouk. Pas une réaction de Yitzhak à la parole de Eliezer. Absolument pas impressionné. Pour Yitzhak, tout ce qui s'est passé tout autour, c'était très bien, ce n'est pas ça qui va déterminer, c'est Rivka et sa femme. Il va prendre Rivka, il la fait rentrer chez lui à la maison, il l'insère, il l'introduit dans la tente de sa mère, et il observe comment est-ce qu'elle se comporte. Et Yitzhak, tout doucement, revoit la vie de sa mère remonter à la source, revenir reprendre forme, et finalement, le foyer qui, jusqu'à maintenant, a été un petit peu éteint, reprend vie avec Rivka. Et la Torah l'explique très joliment. Comment est-ce qu'elle dit à la fin? Rappelez-vous là-bas, ici, voilà. Yitzhak va prendre Rivka pour l'amener dans la tente de sa mère Sarah. Rivka. Il va prendre à ce moment-là Rivka, une fois qu'il est convaincu que le relais du couple Abraham et Sarah passe maintenant au couple Yitzhak et Rivka, à ce moment-là seulement il a accepté de la prendre pour femme, et s'il l'a pris pour femme, la Torah rajoute, mes amis, le mot qu'il fallait entendre et qui sera le mot de la fin, et il a commencé à aimer sa femme. Donc ce n'est pas qu'il y avait un coup de foudre, et par la suite ils se sont mariés, d'abord ils se sont mariés, et ils ont développé ensemble un coup de foudre éternel. Parce qu'à ce moment-là, ce coup de foudre s'est fait entre deux personnes qui se sont jurées union et alliance pour toute leur vie. Et la Torah nous révèle ici simplement que l'amour dans un couple, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui doit être expérimenté à deux, et non pas chacun individuellement d'une manière égoïste, mais qui doit être une partie intégrante de l'harmonie du couple. Et c'est pour ça que je dis simplement, maintenant qu'il y a Yitzhak et Rivka qui ont formé maintenant le couple, vous n'entendez plus parler d'Avraham Avinu. C'est fini. C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'on va nous raconter maintenant la mort d'Avraham Avinu. Maintenant, vous le comprenez pourquoi? Parce que finalement, le relais, la torche olympique a été transférée d'Avraham et Sarah vers Yitzhak et Rivka. Et c'est maintenant eux qui vont devenir le centre de l'actualité. Avraham Avinu va rentrer dans l'ombre et ne représente plus dans l'histoire d'Am Israël un élément fondamental. Il reste Avraham Avinu, mais en tant que mission patriarcale, il n'est plus là. Et c'est Yitzhak qui va prendre la relève, et c'est pourquoi la Torah nous raconte simplement le décès d'Avraham Avinu, pour nous montrer que Yitzhak a été compétent pour pouvoir reprendre la suite de son père. Ça, mes amis, ce sont les thèmes de la paracha cette semaine. Je m'excuse vraiment d'avoir empiété sur le temps de chacun, mais je demande simplement à ce que la technologie, la semaine prochaine, si elle peut être à l'heure, moi je suis à l'heure devant l'écran, qu'on fasse en sorte que ce soit possible. C'est un simple détail technologique. Technique. Et maintenant, c'est moi qui suis à votre écoute et je vous remercie de votre attention. On attend. J'entends très bien. Non, est-ce qu'on a le temps? 2 minutes. Johan, c'est bon? Oui, je suis là. S'il y a encore une question rapidement, parce que Baruch Hashem, ce soir, on a un cours qui enchaîne directement, qui doit commencer déjà depuis 2 minutes. S'il y a une question rapide, avec plaisir. Je fais une réflexion comme quoi ce qui s'est passé est encore toujours d'actualité aujourd'hui. On amène une fille vers son fiancé, ils se marient et ils apprennent à s'aimer par après. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec ça, Philippe? Oui, c'est-à-dire que ils sont allés chercher, comment ça s'appelle, Sarah, pour la ramener. Ils se sont mariés. Rivka, ils se sont mariés et ils ont appris à s'aimer par après. Et c'est toujours aujourd'hui la même chose. C'est le travail du châtre. Oui, je suis d'accord avec toi, mais le travail du châtre n'est pas pour forger le couple. Le travail du châtre est simplement pour proposer quelqu'un que la personne détecte lui-même si c'est compatible pour lui. Et une fois que la compatibilité est là, la construction du foyer se fait par la suite, se fait après le mariage, ne se fait pas avant le mariage. Donc, rien n'a changé dans... Je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi la paracha du Shidduch nous prend énormément de versets dans la section de cette semaine, dans la section hebdomadaire, parce que justement c'est un modèle comment est-ce qu'il faut se comporter aujourd'hui. Tout à fait juste. Ok, moi j'ai fini. Freddy, à toi.
J'aime bien la réponse d'une matrone un peu romaine qui demandait, je ne sais pas peut-être à Robert Balanès ou qui regardait entre les écoute, Dieu a créé le monde en 7 jours. OK, Zaguet. Et qu'est-ce qu'il fait depuis lors? Hein? Entre-temps, depuis là, qu'est-ce qu'il fait? Et on lui a répondu, il fait des chidis. Il fait des chidis. C'est vrai. Juste Richard. 100% avec des bouches. Ouais, vas-y. C'est tout à fait juste. Et tu sais toi-même que pour qu'un diboug puisse être valable, il faut vraiment avoir Siyata d'Ishmael. Ouais, moi je peux en parler. Ouais. À titre personnel, tu peux en parler. Mais autre chose avec cette histoire de l'ONU là qui a décrété, l'UNESCO, pardon, qui a décrété. Alors? Ah, on t'entend plus. Et voilà. Freddy, on t'entend plus. Bon. Johan, on cède la parole et on se revoit Bénédé la semaine prochaine. Toda Rabba, on se revoit la semaine prochaine. On enchaîne tout de suite sur un nouveau cours avec le Rav Seror qui va nous parler, justement on a parlé de beaucoup de couples dans les Imaot et les Avot, les patriarches. Il va nous parler de les secrets pour un couple épanoui dans la halakha et dans la pensée juive. Retrouvez-nous tout de suite avec le Rav Seror. Toda Rabba, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom, bye.